Alors comment est-ce que la France d'Emmanuel Macron s'y prend pour naviguer dans les eaux si complexes du Moyen-Orient? On va plonger ensemble au cœur d'une diplomatie qui est, on peut le dire, à la fois hyperactive et assez contestée. Tout commence vraiment avec cette image, une image très forte. On est à peine 48 heures après l'explosion terrible qui a ravagé le port de Beyrouth et le président français est déjà là. Il marche dans les rues au milieu des décombres, il promet de l'aide et il n'hésite pas à sermonner une classe politique libanaise qui est complètement sonnée. C'est une entrée en matière spectaculaire qui donne tout de suite le ton. Pour bien comprendre ce geste, il faut faire un petit retour en arrière dans l'histoire. Cette phrase du général de Gaulle, qui a lui-même un passé au Liban, elle illustre parfaitement cette relation presque, passionnelle qui unit la France et le Liban. C'est un lien qui est historique, émotionnel et qui, du point de vue de Paris, justifie une sorte de responsabilité particulière. Et voilà, ça nous amène à la question centrale. Est-ce que tout cet activisme présidentiel, cette énergie, ça suffit pour maintenir l'influence française dans un Levant qui est en pleine ébullition? Le pari est audacieux et comme on va le voir, les résultats sont loin, très loin d'être garantis. Bon alors, en quoi elle consiste justement cette approche? Analysons-la un peu. On entend souvent parler de la méthode Macron en politique intérieure, mais sachez qu'elle existe aussi sur la scène internationale et elle est vraiment très identifiable. On pourrait la résumer en 3 points clés. D'abord, une implication personnelle très directe du président. Ensuite, une centralisation quasi totale des décisions à l'Élysée. Et enfin, un certain pragmatisme, qui consiste à parler avec absolument tout le monde, même avec les acteurs qui fâchent le plus. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la rupture avec la tradition diplomatique française. Le Quai d'Orsay, cette grande institution, se retrouve bien souvent sur la touche. Les décisions, elles, sont prises très vite par un tout petit cercle autour du président. Et cette idée de parler à tout le monde, y compris au Hezbollah, elle est justifiée au nom du réalisme. L'idée, c'est de dire que ça nous plaise ou non, ils font partie du paysage politique libanais, donc il faut bien discuter avec eux. Mais attention, cette méthode ne fait pas l'unanimité, loin de là. En interne, au sein même de l'appareil diplomatique, ça grince des dents. Cette petite phrase d'un diplomate sur le dossier libyen est assez parlante. Elle traduit une impression d'activisme un peu précipité, d'opérations menées tambour battant, sans toute la préparation minutieuse qu'assurent normalement les diplomates de carrière. Le risque, c'est de vouloir faire un coup d'éclat qui finalement ne donne rien. Et c'est là que les choses se corsent. Parce qu'une méthode, aussi innovante soit-elle, elle doit toujours se confronter à la dure réalité du terrain. Voyons un peu comment cette diplomatie s'est heurtée de plein fouet aux complexités du Moyen-Orient. Le Liban, c'est vraiment le cas d'école. L'ambition de Macron en août 2020, elle était immense. Rien de moins que de forcer la classe politique à se réformer pour créer un nouveau contrat politique. Mais voilà, la réalité a été bien différente. Les vieux chefs de clan, les dinosaures comme les appelle la source, se sont avérés bien plus coriaces que prévu. En fait, toute cette énergie présidentielle s'est littéralement fracassée sur ce que la source décrit comme l'inextricable marigot libanais. Un système politique bloqué par le confessionnalisme, la corruption, des haines tenaces et des luttes d'ego sans fin. Tout ça a paralysé la moindre tentative de réforme. L'initiative française s'est tout simplement retrouvée piégée. Deuxième cas d'étude, la Libye. Dès le début, la France a voulu être en première ligne pour trouver une issue politique à la crise. Mais là encore, l'ambition s'est sortie à une réalité diplomatique bien plus complexe. Et au final, Paris s'est fait doubler, c'est Angela Merkel qui a fini par reprendre la main. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Il y a eu plusieurs erreurs, semble-t-il. D'abord, une approche un peu trop solitaire qui a beaucoup froissé l'Italie, un partenaire pourtant essentiel et historiquement très impliqué en Libye. Ensuite, une position jugée ambiguë, où Paris soutenait officiellement le gouvernement de Tripoli, tout en gardant des liens avec le maréchal Haftar dans l'Est. Cette posture, un peu le cul entre deux chaises pour le dire crûment, a sapé la crédibilité française et a laissé le champ libre à l'Allemagne, perçue comme plus neutre. Ces 2 échecs, ou en tout cas ces 2 résultats en demi-teinte, nous amènent à nous poser une question plus large. Est-ce qu'on assiste à un affaiblissement durable de l'influence française dans une région où, clairement, de nouvelles puissances s'affirment sans aucun complexe? Ce tableau, il dresse un portrait assez saisissant de la nouvelle situation. En Libye, les vrais maîtres du jeu sur le terrain, ce sont la Russie et la Turquie. En Syrie, après avoir longtemps misé sur la chute de Bachar el-Assad, la France est devenue presque inaudible. Ce sont Moscou et Téhéran qui dessinent l'avenir du pays. Et en Méditerranée orientale, le soutien français à la Grèce et à Chypre se heurte à une Turquie de plus en plus puissante et assertive. Et voilà pourquoi le dossier libanais est si important, si fondamental. Cette phrase d'un haut diplomate français est sans appel. Le Liban, ce n'est pas un pays comme un autre pour la France. C'est vu comme le dernier grand point d'ancrage historique et culturel dans la région. Perdre pied au Liban, ce serait risquer de devenir une puissance de second rang au Levant, et ça nous amène à un changement majeur dans les règles du jeu. Ce que la source appelle le dérèglement de l'usage de la force. La Russie avec son groupe Wagner, la Turquie avec ses mercenaires syriens,
Ces nouveaux acteurs déploient des forces par procuration, ce qui leur permet d'agir un peu en dessous des radars du droit international. Et face à ça, les armées et les diplomaties européennes traditionnelles semblent souvent un peu démunies. Donc si on fait le bilan, l'équation est assez complexe. D'un côté, on a une volonté politique qui est indéniable et une énergie présidentielle assez folle, et de l'autre, on a des résultats qui peinent vraiment à se concrétiser. L'hyperactivisme a clairement montré ses limites face aux réalités profondes de la région et à l'arrivée de ces nouveaux acteurs aux méthodes, disons, plus directes. On termine avec cette question qui est posée telle qu'elle dans la source. Elle résume parfaitement toute l'incertitude qui plane sur l'avenir de la présence française au Moyen-Orient. Est-ce que ce volontarisme politique suffira à inverser une tendance de fond qui ne semble pas favorable ? La question, pour l'instant, reste totalement ouverte.